Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné de lecture et je pourrais même dire un habitué de la maison. Donc nous disons bonsoir à... Emmanuel de Rênal. Bonsoir Ludovic. Merci Emmanuel d'être à nouveau parmi des nôtres. C'est avec plaisir. Ça lui fait plaisir d'être à plaisir de lire, ça tombe bien. Comme d'habitude, nous allons, et je pense cet après-midi, il n'y aura pas exception, nous allons explorer d'une autre façon notre Martinique, puisque nous avons Emmanuel avec nous. Donc, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre, qui est un tout petit livre, qui fait à peine 70 pages, donc qui se lit très vite, et qui relate les coulisses d'une opération que Marie-Josée Ali avait voulu organiser au mois de mai de cette année, qui était une opération de dialogue sociétal entre les différentes communautés martiniquaises dans les communes, et qui malheureusement a avorté. Et cette histoire m'a paru intéressante d'être relatée parce qu'elle nous emmène dans dans nos petits conflits idéologiques sociétaux, et elle m'a permis de balayer un petit peu tout ce qui a pu être fait ou ne pas être fait en matière de dialogue sociétal. Et donc j'ai voulu restituer cette expérience qui finalement a commencé bien avant le mois de mai, puisque tout a commencé en 2019, donc c'est pas hier, par une rencontre que j'ai eue avec Marie-Josée Ali à Paris, où on s'interrogeait, elle comme moi, des difficultés qui pouvaient régner entre les différentes communautés en matière de dialogue en Martinique. C'était à ce moment-là que des mouvements se durcissaient dans les rues, il y avait des conflits, il y avait des déboulonnages des statuts, c'était juste avant l'arrivée du Covid. Et donc la société était un petit peu perturbée, fractionnée. Et donc je m'interrogeais sur les ressorts de ces mouvements et surtout les moyens d'apaiser cette société. Et donc voilà, je m'en étais livré à Marie-Josée, qui elle-même se posait aussi des questions sur l'état de notre société martiniquaise. Et c'est de là qu'on a imaginé plusieurs pistes de réflexion qui auraient pu être utiles pour pouvoir apaiser tout ça. Voilà, donc ça a commencé en 2019. Ensuite, il y a eu la grande coupure du Covid, qui est arrivée juste après, qui a mis une grande parenthèse dans nos réflexions. Parce que quand on s'était vu, on n'avait pas d'idée précise, on avait une envie, on avait une volonté, on avait quelques intuitions, mais on n'avait pas encore dessiné de projet, de programme. Et moi-même, les quelques idées que j'avais ne s'avéraient pas réalistes ni réalisables. Et donc, on a un petit peu laissé tomber tout ça. Est survenue l'épidémie de Covid avec les différents confinements qui se sont succédés et qui, là aussi, ont été le théâtre de durcissement des rapports entre nous-mêmes. Il y a eu les fameux conflits entre les pro-vax et les anti-vax. Il y a eu toutes ces tensions qui ont se sont ravivées un peu partout dans les différentes sphères du pays. Et ça rendait quand même assez urgent une réflexion posée, approfondie sur les moyens d'établir ou de rétablir un dialogue entre les différentes composantes de notre société martiniquaise. Alors, je constate, avant d'entrer dans le vif du sujet, que tu restes fidèle à ta méthode, le dialogue. Oui. Le dialogue, sous une forme ou une autre, mais toujours dialoguer, dans cette idée vraiment d'échanger des idées, quitte à même, sans avoir peur, je dirais, d'échanger sur des sujets difficiles et dont les deux ou plusieurs protagonistes auraient des visions, des vues différentes. Oui, alors moi je reste convaincu que personne n'a la vérité en soi. Et une vérité imposée est contre-productive.
en fait. Et donc, le prérequis de tout, c'est le dialogue. Parce que souvent, les solutions se co-construisent par un échange honnête entre les parties. Et donc, si on supprime cette phase, cette étape du dialogue pour aller directement dans la solution, on est certain d'échouer. Et donc, avoir raison tout seul n'est pas avoir raison. Enfin, c'est un mauvais chemin. Donc, on n'a pas d'autre choix que de dialoguer. Et c'est vrai qu'on s'est vu souvent sur ce plateau pour en parler, en effet, sur d'autres écrits que j'ai pu réaliser. Le dialogue est pour moi un peu la source première des solutions. Il faut dialoguer, il faut parler, il faut accepter parfois de se contredire, mais c'est souvent par le dialogue qu'on finit par s'accorder, par trouver un chemin commun. Et la solution qui est issue du dialogue est bien plus performante qu'une solution venue d'une seule des parties et imposée à l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, en effet, et en matière de dialogue social et sociétal, on a des exemples, d'ailleurs, et j'en parle dans ce livre. Il y a un exemple assez précis que nous avons connu au début des années 2000, d'une expérience de dialogue social qui a réussi. Souvenez-vous, on était en 1998, c'était à l'époque où il y avait des grèves très dures en Martinique. Il y avait la grève de CCIE Toyota qui avait duré près d'1 an, il y avait les grèves chez Roger Albert, il y avait les grèves des banques, il y avait toute une série de conflits extrêmement difficiles. Et les partis qui s'opposaient, donc il y avait la partie patronale et la partie syndicale, ça se posait dans des affrontements qui étaient irréconciliables. On sentait bien que c'était deux blocs où aucun compromis n'était possible. Ça prenait même des proportions de détestation intime. Donc c'était compliqué d'aboutir sur une voie raisonnable. Et souvent, on sortait d'un conflit en ayant épuisé l'autre, en l'ayant tué psychologiquement. C'était ça la seule issue. Et donc, on était dans des impasses parce que chaque conflit durait de plus en plus longtemps, fracturait la société. Et à ce moment-là, une initiative a été prise par la direction du travail. C'est l'État qui a initié ce projet et qui a réuni des hommes et des femmes de bonne volonté de part et d'autre des deux camps, du camp patronal et du camp syndical, avec aussi des observateurs de la vie civile, de la société civile. Il y a eu quelques universitaires. Bref, une 50aine de personnes ont été mises ensemble et pendant plus d'1 an, ont travaillé ensemble à, mieux se connaître, mieux, on va dire, faire tomber leur représentation mutuelle. Donc, participer à des ateliers de réflexion sur notamment effectivement les représentations sociales que l'on pouvait avoir vis-à-vis des autres. Et puis, ces personnes ont voyagé, ont été ensemble en France, au Canada, dans d'autres pays. Et petit à petit, finalement, se sont reliés et ont compris par l'informel qu'ils avaient plus de points communs que de points de différence, en fait. Et ça, c'est le dialogue. Ils ont fini par... C'est tout simple, mais quand on rentre dans un bus ensemble pour aller à un restaurant ou une manifestation, eh bien, dans le bus, on se parle, et puis les liens se renouent, se refont, et la distance s'efface. Et petit à petit, en se confrontant humainement l'un à l'autre, positivement, sans conflit, eh bien, on se rend compte qu'on a bien davantage de points de rapprochement que de points de divergence. Et ça permet à ce moment-là de faire tomber les masques, de faire tomber les représentations, de faire tomber les étiquettes, et puis de se parler d'individu à individu, avec chacun ses vérités ou ses avis, ses émotions, mais en tout cas de se respecter mutuellement. Et à partir de là, un dialogue s'instaure et on peut commencer à trouver des solutions. Eh bien, cette expérience, qui a duré plus d'1 an, s'est soldée par la création d'outils de dialogue sociaux qui fonctionnent encore aujourd'hui. Il y a la RACT, par exemple, qui est une association qui nous prémunissent de conflits quand ils arrivent,
part des espaces de dialogue en amont. Il y a des associations de bénévoles conciliateurs en cas de conflit et qui fonctionnent. Et aujourd'hui, 20 ans après, dans le secteur privé, la conflictualité a été divisée par 10. Le nombre de conflits, d'heures de grève a complètement diminué, s'est effondré, et on est dans des rapports beaucoup plus sains, beaucoup plus préventifs. Il y a encore parfois des conflits, ça existe bien évidemment, mais proportionnellement beaucoup moins dans le secteur privé que maintenant dans le secteur public. Les quelques conflits qui existent aujourd'hui, on les retrouve souvent dans le secteur public ou parapublic. Et donc ça montre bien que une expérience de dialogue entre des parties qui s'estimaient ennemies, eh bien, si on l'aborde intelligemment, avec respect, on arrive à revoir nos logiciels et à remettre des vertus, des solutions positives. Voilà, donc ce qu'on se disait, alors pour revenir à ce livre Chronique d'un dialogue difficile, c'est que ce que nous avions réussi sur le champ social, on se disait, alors peut-être un petit peu naïvement, pourquoi ne pourrions-nous pas le réussir sur le plan sociétal? C'était ça la question posée. Et comme on l'a réussi une première fois, on pourrait le réussir une deuxième fois, mais sur un champ un peu plus vaste, qui est le champ sociétal, qui est plus complexe, parce que là, dans le champ sociétal, il n'y a pas de représentants de groupe, il y a des individus, donc c'est plus compliqué que quand on parle de champ social où il y a des représentants patronaux, des représentants syndicaux, il y a des figures qui pouvaient parler au nom des autres. Sur le plan sociétal, c'est plus complexe. Et donc, on a buté devant cette difficulté. Comment trouver des groupes qui pourraient parler au nom des autres? Et ça n'existe pas dans la vraie vie, dans la vraie société. La société martiniquaise est une mosaïque d'individualités et qu'on ne peut pas réunir dans des groupes homogènes. Donc, c'est ce qui nous a fait buter. Et donc, à partir de là, il fallait trouver des solutions plus créatives, différentes, trouver d'autres chemins, mais avec une conviction au centre qui est que, quelle que soit la stratégie, le dialogue doit être au centre de la démarche. Donc, tu as parlé d'événements sociaux dans les années 1990. Comme moi, je suis beaucoup attaché à l'histoire. Est-ce que il y a un début et une fin, dans le sens où, par rapport aux événements, est-ce qu'ils sont classés dans l'ordre chronologique? Est-ce que, par exemple, si on lit l'ouvrage, est-ce qu'on est obligé de savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir comprendre la suite ou... Non. En réalité, l'ouvrage démarre par la rencontre que j'ai eue avec Marie-Josée Ali en 2019, donc c'est récent. Oui. Et de là, ça relate un petit peu nos échanges, nos doutes, nos questionnements. En 2021, Marie-Josée Ali revient vers moi en disant j'ai une idée, et elle m'expose son idée, qui est une idée très audacieuse. Donc au début j'ai un peu un doute, mais elle a une telle force de conviction et elle a un tel ballon dans son cœur que on a du mal à résister, et donc on se dit chiche, tentons l'opération. Et son idée est la suivante. Son idée, c'est de dire, alors c'est sa vision qu'il faut respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faille la partager dans son intégralité, mais en tout cas sa vision est de dire la Martinique a des difficultés dans ses rapports des uns avec les autres, du fait que depuis l'abolition de l'esclavage, il n'y a pas eu de dialogue sincère entre les communautés. C'est-à-dire qu'on a mis une chape de plomb sur l'esclavage, et ça fait 180 ans que l'on vit comme si rien ne s'était passé et qu'on n'a pas purgé cette séquence de l'histoire par une expression directe de nos ressentis, de nos sentiments, de nos rancœurs. On ne sait pas parler. Voilà son prérequis, c'est sa conviction. Et donc elle dit, il faut maintenant, ce qui n'a pas été fait il y a 180 ans, il faut le refaire maintenant.
Alors, certains disent c'est absurde, d'autres disent c'est une bonne idée. Là, je laisse à chacun le soin de faire la part des choses. Mais en tout cas, elle vient avec cette idée-là. Et il dit il faut renouer un dialogue. Alors, c'est compliqué parce que les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont vécu l'histoire. Ce sont d'autres personnes. Mais il faut accepter cette imperfection ou cette absurdité. Mais si on veut, à un moment donné, tenter quelque chose. Et donc, elle me dit, le projet consiste à renouer ce dialogue, commune par commune. Donc, l'idée, c'est de le faire tous les soirs dans une commune différente. Donc, il y a 33 communes, donc il y a 33 soirs, 34 communes, donc 34 soirées. Et l'idée, c'est que tous les soirs, on se déplace dans une commune, sous l'autorité du maire de la commune. Chaque maire participe au débat. On réunit un petit groupe de discussion pour amorcer le dialogue. Ce groupe, symboliquement, serait constitué d'un représentant, ou plutôt de quelqu'un qui appartient à la communauté béquée, donc en l'occurrence moi, mais peut-être d'autres si je pouvais être secondé, le maire, un historien ou une historienne, une psychologue et quelqu'un de l'université pour pouvoir saisir tout ce qui se dit pour fabriquer un livre qui compilerait les différents avis et qui serait remis à l'université pour en servir au thésard. Et donc, ce dialogue entre ces 5 personnes, en réalité, conduit et animé par Marie-Josée Ali elle-même, selon un conducteur assez précis qu'elle a établi, est un prétexte à ouvrir le dialogue avec l'assistance, le public, le vrai public, le grand public. Son idée, dès l'origine, est de dire il ne faut surtout pas qu'on travaille entre guillemets en chambre, c'est-à-dire entre experts. Il faut bien amorcer quelque chose, mais il faut qu'on rentre dans un dialogue populaire. Et d'où l'idée d'aller dans les maisons du peuple, dans les communes, et que chaque maire invite sa population à rentrer dans le débat. Donc ce sont des espèces d'arènes ou de pits, comme on veut, selon la nature des échanges, dans lequel... donc c'est une idée ambitieuse, audacieuse, risquée bien évidemment, parce qu'on s'expose à des moments difficiles. C'est jamais, on est sur des sujets très sensibles, où l'émotion submerge la raison, bien souvent, mais la conviction à ce moment de l'histoire, c'est de dire il faut en passer par là, il faut accepter ce risque-là si on veut purger une séquence que la Martinique n'a jamais purgée depuis près de 200 ans. Voilà son projet. Alors, on pourrait, après coup, repérer les failles du projet, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un en face de moi qui est porté par une conviction, et elle a une telle envie de faire bouger les lignes que, même si sa vision est imparfaite, et encore l'est-elle, je n'en sais rien, je me dis que je n'ai pas d'autre choix que de me ranger sous sa bannière et de l'accompagner et de me mettre à son service. Donc c'est ce que j'ai fait, et on a donc travaillé à élaborer ce programme. Marie-Josée Ali, que tu connais peut-être, a une énergie débordante. Donc elle appelle tous les maires les uns après les autres, elle obtient des rendez-vous, elle obtient des accords, et elle obtient en effet l'accord de 32 maires sur 34, la quasi-totalité, et avec un planning qui est établi, qui commence le 3 mai pour se terminer le 15 juin. Donc on a un mois et demi de marathon. Chaque rencontre, on calibre tout ça pour que chaque rencontre dure entre 2h30, 3h, 4h si jamais il faut. Enfin, on est prêt à aller jusqu'au bout de la nuit, commune par commune, pour aller le plus loin possible dans les débats, et que chacun puisse exprimer ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a dans le ventre, en essayant de réunir dans ces ateliers un maximum de Martiniquais représentatifs de toutes les composantes de notre société. Donc c'était une démarche forte et ambitieuse.
et qui, comme toutes les démarches fortes et ambitieuses, rencontrent des résistances. Bien sûr. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait des thématiques qui revenaient régulièrement parmi les... Alors, je raconte le projet jusqu'à ce qu'il n'ait pas eu lieu, parce que ce projet n'a pas eu lieu, en fait. C'est ça l'histoire, parce qu'on échafaude tout ça, on fait des séances de travail. Moi, je rencontre l'historienne Dominique Rogers, qui fait partie du groupe. Je rencontre la psychologue. Je rencontre Shirley Grand-Borca de l'université. Donc, on travaille ensemble sur les préparatifs. On fait des hypothèses de débat. On se rend compte que le sujet, effectivement, peut nous emmener dans des zones très sensibles. On travaille beaucoup avec l'association Tous Créoles, qui apporte sa logistique, parce qu'il faut organiser des rencontres. On crée une organisation qui mobilise toutes les bonnes volontés. Les mairies elles-mêmes sont mises à contribution. Les services techniques des mairies s'impliquent également. Donc, tout ça se met en place. C'est un énorme travail avec beaucoup de contacts individuels, collectifs. Et puis, c'est Marie-Josée Ali qui est à la manœuvre, donc qui anime tout ça comme chef d'orchestre. Et puis, on rentre aussi dans le fond des pré-débats. On dit, mais comment faut-il aborder ça? Est-ce qu'il faut l'aborder sur des sujets historiques? C'est-à-dire qu'on rentre par l'histoire. Est-ce qu'il faut aborder ces rencontres sous l'angle des relations d'aujourd'hui, contemporaines? Donc, c'est autant de questions que l'on se pose. Et puis, on définit donc un déroulé de ces rencontres. Et puis, on commence à communiquer auprès du public le calendrier de ces rencontres. Marie-Josée Ali fait un magnifique texte de mobilisation qu'elle envoie à tous les maires, à tous les acteurs de l'opération pour être sûr que ça soit fait dans un état d'esprit conforme à sa volonté. Et quand on rend les choses publiques, là, on commence à sentir quelques résistances. Et donc, la veille de la première rencontre, qui devait avoir lieu le 3 mai, il y a un piquet de grève, enfin un piquet de manifestation qui s'installe devant... donc, ça devait se dérouler à la médiathèque du Laventin. Là, il y a un piquet de manifestants qui s'installe devant la médiathèque et qui dit « Nous allons bloquer cette manifestation. Il est hors de question que cette rencontre ait lieu. » Et là, on est un peu surpris parce qu'on se dit... au contraire, on pensait sincèrement, de bonne foi, peut-être naïvement, que cette rencontre allait permettre justement même aux partis les plus extrêmes de venir et de s'exprimer, et pourquoi pas de crier leur désaccord s'ils le souhaitaient. C'était ça l'état d'esprit. Donc on était assez... Enfin, c'était un espace d'expression de tous. Et donc ce blocage nous surprend un peu, à tel point qu'on se dit, ils ont peut-être pas bien compris, mais ça sera pas très compliqué de les convaincre de maintenir l'opération, d'ouvrir au contraire, et puis eux-mêmes pourront participer aux discussions comme ils l'entendent. Et là, en fait, la manif se durcit et on sent bien que l'intention n'est surtout pas que ces manifestations aient lieu, que ces rencontres aient lieu. Marie-Josée décide la veille, le jour même, puisque la rencontre devait avoir lieu le soir à 18h. Elle y va l'après-midi. Et elle dit, je vais parler à ce groupe, pensant qu'elle saurait les convaincre. Et elle y va seule, elle est très courageuse, parce que il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce groupe d'activistes. Et là, elle se fait agonir d'injures. C'est très, très dur ce qu'elle reçoit. L'échange dure plus d'1 heure. Elle résiste aux agressions verbales. Elle essaie de convaincre, malgré tout, elle dit, mais c'est trop stupide.
d'abandonner, de renoncer à ces rencontres qui peuvent avoir un caractère historique. Donc elle essaie de convaincre, elle met tout ce qu'elle a dans le ventre pour tenter de convaincre ses opposants. Elle n'y parvient pas, ça reste une fin de non-recevoir. Et donc, ce petit groupe d'activistes, ils sont une dizaine, tout au plus, c'est ça la vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne représentent que, parce qu'il y a quand même, en vérité, il y a quand même peut-être derrière un nombre plus important de gens qui sont d'accord avec cette mouvance. Il ne s'agit pas de minorer leur audience, mais il n'empêche que ce petit groupe a eu raison de la manifestation et donc on a dû abandonner, on a dû renoncer à cette première rencontre. Et la rencontre suivante du lendemain a été bloquée de la même manière. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une organisation extrêmement bien ficelée qui avait décidé que, coûte que coûte, que ces rencontres ne puissent pas avoir lieu. Et moi, ça pose question. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et j'ai voulu être le plus factuel possible. Donc, je raconte le récit de tout ça jusqu'à l'annulation de l'opération, en échafaudant aussi des hypothèses de réflexion. Parce que là, ça nous interroge sur notre société. Comment une petite société perturbée comme la Martinique puisse passer à côté de ces rendez-vous de dialogue et comment elle n'arrive pas à réussir ces rendez-vous naturels qui auraient dû lui permettre peut-être de trouver des voies d'apaisement. Et donc ça pose la question des rapports de force idéologiques qui traversent le pays. Est-ce que derrière ces blocages, il y a un fonds de commerce qu'il faut préserver et qui repose sur le non-dialogue? Est-ce que réellement il y a une intention politique plus large qui veut que pour tenir des positions, pour tenir des acquis, il faut surtout ne pas régler les problèmes entre les communautés? C'est possible. En tout cas, c'est ce que j'explore dans ce livre. Voilà. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une instrumentalisation de l'histoire pour pouvoir tenir des positions politiques d'aujourd'hui? Donc, c'est toutes ces questions que je pose. Je n'apporte pas forcément des réponses, mais je veux qu'on réfléchisse à tout ça, parce que on ne peut pas sortir d'une expérience comme celle que j'ai pu vivre avec Marie-Josée Ali et toutes les personnes qui étaient autour de nous sans en tirer une première analyse de compréhension du monde dans lequel on évolue. Et suite à, je dirais, à cette expérience avortée, est-ce que tu as pu avoir des dialogues ou des échanges avec des personnes, on va dire, je dirais, plus réceptives ou des mini-dialogues, je ne sais pas comment... Oui, alors, c'est une bonne question, parce que tout au long de cette préparation, qui a duré quand même plusieurs mois, ça s'est fait à travers aussi plein de mini-dialogues, parce qu'on est pétri de doutes quand on se lance dans une aventure pareille, sur plein de sujets, sur le sujet de l'histoire, sur le sujet des relations, sur le sujet des relations raciales. Il y a plein de sujets qui sont des sujets tabous, qu'on ne sait pas forcément aborder dans la vie de tous les jours. Et donc, ça nous oblige à aller chercher des réponses en allant au-devant de personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, pour essayer de comprendre, essayer d'avancer, d'affiner sa réflexion. Et donc, oui, toute cette période préparatoire m'a permis de rencontrer plein de gens, des écrivains, des historiens, des sociologues, des gens de la société civile aussi, qui avaient des avis, et puis de rentrer dans le débat en disant, voilà ce qu'on veut faire, pas les poutandes, qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Et là, ça permet de rentrer déjà dans un niveau de discussion tout à fait riche, où on s'aperçoit qu'on a plein de choses à dire sur
sur nos relations. Et donc j'ai eu en effet pas mal d'échanges que je retranscris pour partie dans ce petit livre, notamment un échange avec un ami écrivain que je maintiens dans l'anonymat parce qu'il ne m'a pas donné forcément l'autorisation de citer son nom, mais qui me livre sa pensée, une pensée parfois un peu dure, sur nos obsessions identitaires, sur nos obsessions historiques, qui viennent parfois effacer d'autres pans de notre histoire. C'est-à-dire que lui, sa pensée était de dire... il était assez négatif quand j'ai présenté le projet Palais-Poutan, en disant on va repartir d'une séquence de notre histoire qui est celle de l'esclavage, qui est une séquence dure, difficile, mais moi, en tant qu'historien, me dit-il, en tant qu'écrivain historien, cette histoire submerge toutes nos autres histoires. Or, nous avons des histoires et qu'il faut qu'on parvienne, nous, Martiniquais, à remettre en perspective. Il n'y a pas qu'un seul événement, une seule séquence. Il y en a d'autres. Et alors, c'est amusant parce pour l'anecdote, cette rencontre avec lui a eu lieu au mois de mai, donc début mai. C'était juste après les premiers échecs, donc on devait être au 10 mai. Et pendant qu'il me parle, il me dit, je vais te citer un exemple, il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de l'éruption de la montagne Pelée, qui a tué 30 000 Martiniquais, c'est-à-dire pratiquement 30% de la population de l'époque. Imagine un pays qui, en quelques minutes, perd 30% de sa population. Ce fait historique marque ce pays à tout jamais. Le Vésuve, qui a eu lieu il y a 2000 ans, on en parle encore 2000 ans après, alors que le Vésuve a tué 7000 personnes. Eh bien, nous, cet événement, cet anniversaire a eu lieu il y a 2 jours, ça a fait à peine une ligne dans quelques médias rares. Et là, j'ai pris conscience. Il me dit, voilà un fait de notre histoire majeure. Et sa conclusion, c'est de dire, nous sommes tout autant des fils du volcan que des fils de l'esclavage. Bon, voilà le genre de réflexion. Alors, j'essaie de restituer le plus honnêtement possible les échanges que j'ai pu avoir, mais ce sont des moments de discussion tout à fait riches, tout à fait intéressants, qui permettent de remettre en perspective notre regard sur notre petit monde. En conclusion, le dialogue, es-tu satisfait du dialogue ou bien il faut le poursuivre? Alors, le dialogue est difficile. Le dialogue, c'est pas facile, par principe. Le dialogue n'est pas facile, mais c'est pas parce qu'il est difficile qu'il est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça que même si là, pour le coup, cette histoire a été avortée, le dialogue n'a pas été jusqu'au bout, mais je ne parle pas de chronique d'un dialogue impossible, parce que j'estime que le dialogue est toujours possible. Donc là, je le qualifie de difficile. En effet, il est difficile, il n'a pas abouti avec une certaine catégorie d'individus, mais il a été très fécond avec d'autres individus qui étaient dans la galaxie de cette opération. Et donc, il y a quand même eu des dialogues. On a quand même avancé. Je ne suis plus le même aujourd'hui, après avoir passé quelques mois aux côtés de Marie-Josée Ali sur cette opération. Donc, j'ai dialogué avec elle. Donc, j'ai grandi de ce dialogue. Donc, j'ai bénéficié de l'apport du dialogue aussi, avec Marie-Josée Ali, avec son groupe de travail et avec les différentes personnes que j'ai pu côtoyer pendant cette séquence. Donc, le dialogue est difficile, il n'est pas impossible. On ne peut pas effectivement dialoguer avec un mur quand vous avez face à vous des gens qui, là pour le coup, instaurent le non-dialogue comme étant un objectif, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Les activistes qui ont bloqué cette opération ont considéré que le dialogue était l'interdiction absolue. C'est-à-dire que c'est parce que prendre le risque du dialogue, c'est prendre le risque d'une relation qu'ils ne souhaitent pas, en fait.
C'est là que je me pose la question d'un fonds de commerce qui a besoin de maintenir des clans opposés, un fonds de commerce politique. Effectivement, le dialogue devient à ce moment-là dangereux pour des personnes qui restent convaincues qu'il faut maintenir des clivages. C'est un constat un peu froid, mais que je veux faire devant vous aujourd'hui. Il y a malheureusement des individus qui estiment que c'est préférable de maintenir une confrontation, un clivage, parce que ça nourrit peut-être une idéologie politique, une intention politique. Alors politique peut-être au sens large du terme, hein, oui. Je ne parle pas de parti politique, mais ça nourrit une pensée idéologique. Et donc, il faut en être conscient aussi. Moi, je n'en avais pas pris la mesure. Je pensais que, quels que soient les individus, il y avait toujours une petite volonté de dialogue, aussi infime soit-elle, mais là, je constate que parfois le dialogue, et d'ailleurs, paradoxalement, ça montre à quel point le dialogue est une force, parce que si on en a peur, c'est qu'il est capable de grandes choses. Si on a peur du dialogue, c'est qu'il est capable de grandes choses. Oui, effectivement. Malgré ces contraintes, ces difficultés, puisque bon, tu as insisté sur le fait que c'est un dialogue difficile, voire peut-être très difficile, mais pas impossible. Tu mets aussi en évidence que quand même on progresse dans le sens, déjà toi, comme tu dis, l'expérience que tu as eue, notamment avec Marie-Josée Ali, avec les différentes personnes qui ont voulu échanger, ça t'a changé personnellement. Irais-tu à dire que, bon, nous sommes maintenant en 2023, est-ce que par rapport à, je ne sais pas, 2003, 93, 83, mon année de naissance, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau du dialogue? Oui. Moi, je pense qu'on a fait des progrès. Objectivement, on a fait des progrès. Alors, c'est vrai que quand on se remémore le passé, on a tendance à idéaliser le passé, mais il faut faire attention à ce biais-là. Mais parce que la vérité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on aborde plus facilement des sujets difficiles. Ben là, ne serait-ce que ce qu'on est en train de faire tous les deux, je ne suis pas sûr que parler sur un plateau de télévision de ce type de sujet dans les termes dans lesquels on vient de le faire aurait été possible il y a seulement 10 ans. Je ne suis pas sûr. Donc, je pense qu'on a fait des progrès. On peut aborder des sujets sereinement, des sujets qui jusque-là pouvaient être considérés comme tabous. Et notamment, je vois des progrès très importants qui ont été faits, notamment dans le monde économique. Moi, j'ai commencé ma vie socio-professionnelle dans un monde où les rapports entre le monde économique et le monde politique, par exemple, étaient des rapports d'une conflictualité extrême. C'est qu'on ne se parlait pas, c'était deux mondes tabous. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on se parle. On n'est peut-être pas d'accord, on est peut-être en opposition sur des idées, sur des projets, mais le dialogue est là, le respect est là. Je pense que chacun est légitime pour sa partie. Donc non, je pense que la Martinique a fait de grands progrès. Il reste encore du chemin à parcourir, mais on aborde des sujets qu'on n'abordait pas du tout il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a des sujets qui étaient totalement enfouis, qu'il ne fallait pas faire ressurgir, qu'il ne fallait pas exprimer. Je trouve qu'on a une certaine liberté. Alors, la limite, c'est que parfois, on peut avoir tendance à radicaliser sa pensée, parce qu'on est dans un monde qui polarise beaucoup les points de vue. Donc là, il y a des zones de progrès aussi à développer, notamment dans l'esprit de nuance. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas tout abouti, mais on est mieux aujourd'hui qu'on était sur ce plan-là il y a 20 ou 30 ans. Et est-ce que tu as déjà des idées de prochains ouvrages en train de germer alors, petit scoop, donc tu es le premier à qui j'en parle. Mon premier livre s'appelle Ubuntu. Oui. Ubuntu, que j'ai écrit en 2019. Eh bien, je vais faire une réédition d'Ubuntu.
qui devrait sortir avant la fin de l'année, j'espère d'ici un mois, qui est une version enrichie. Donc j'ai un peu remis la main dedans pour étoffer le texte, le compléter, rajouter quelques idées, parce que c'est un livre qui m'est très précieux. Hein, c'est mon premier ouvrage et j'ai voulu affiner un petit peu quelques concepts dans ce livre. J'ai rajouté quelques chapitres, quelques portraits, et donc il devrait sortir, il devrait être édité dans le mois qui vient. D'accord, c'est enregistré. Mais en tout cas, merci beaucoup Emmanuel. En tout cas, c'est toujours un plaisir personnellement d'échanger, de dialoguer avec toi, et je te rejoins. Le dialogue, c'est un outil indispensable pour progresser, soit personnellement, en groupe, en tant que territoire, pays. Après, les progrès, si on prend une échelle de temps courte, les progrès peuvent ne pas se voir, mais avec le recul, effectivement, je te rejoins dans le sens où, effectivement, il y a une vingtaine d'années, il y a des sujets qui étaient tabous, il y a des sujets que, comme tu dis, sur la place publique, qu'on n'abordait pas, encore moins sur un plateau télé, où c'était peut-être, comme on dit ici, en bas-feuille. C'était surtout en bas-feuille. Et il y a des sujets qui, peut-être sensibles ou peut-être qui, jusqu'à présent, ne plaisent toujours pas, qui sont quand même abordés. Peut-être certains pourraient dire, bon, peut-être pas suffisamment, pas assez longtemps, mais au moins, ils sont abordés par rapport à 20 ans. Et sincèrement, j'espère que nous continuerons, que ce soit toi ou moi ou d'autres personnes qui veulent se lancer, aborder ces sujets. Et je te rejoins à 500%. On n'est pas obligé d'avoir la même vision de A à Z surtout. Après, cette idée où nous sommes une communauté dans le sens, avec un grand C au singulier, dans le sens, nous sommes des Martiniquais, des Martiniquaises, avec plusieurs histoires, plusieurs trajectoires. Et c'est intéressant que cette communauté avec un grand C puisse échanger, apprendre à, je ne vais pas dire s'apprivoiser, mais mieux se connaître. Et faire de ces différences une œuvre collective. Voilà. Oui, je ne suis pas très doué en art, mais j'aime bien l'idée, l'œuvre collective, oui, je te rejoins. En tout cas, merci beaucoup. Merci Ludovic, c'était un plaisir. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris ce temps de nous écouter, Emmanuel et moi. Et je suis convaincu que notre dialogue du jour est en pause, puisque je pense qu'il va se poursuivre. En tout cas, merci beaucoup pour l'honneur, l'amitié que vous nous avez fait de nous suivre. À nouveau, merci Emmanuel. Merci Ludovic, avec plaisir. Et puis, si comme Emmanuel, vous souhaitez venir sur le plateau de Plaisir de lire, nous présenter soit un ouvrage ou un coup de cœur personnel que vous avez eu il n'y a pas longtemps ou il y a peut-être même plus longtemps, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire en composant le numéro qui s'affiche, le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir dans Plaisir de lire sur le plateau de Zouk TV. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.